Bonjour à toutes et à tous, lecture aujourd'hui de la partie 5 de la contre-initiation en Occident. Édifice visible et projection du programme de Richelieu et de Mazarin, se dresse le château de Versailles. L'ancienne seigneurie de Versailles, dont il existe une charte remontant à 1075, fut achetée par Louis XIII en 1636 à l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi. Descendants de la famille florentine des Gondi, ces derniers anoblis et devant leur fortune à Catherine de Médicis. Les Gondi étant par ailleurs grands collectionneurs d'antiques. Pour Richelieu, Versailles doit être la résidence du roi solaire, le grand monarque, trouvant une de ses manifestations en Louis XIV. Le règne de ce roi préfigurant un nouvel âge d'or. Certaines peintures des plafonds de Versailles décorées par Lebrun, entre parenthèses ayant voyagé en Italie et créateur en France du style baroque, académique et officiel, très ressemblantes à celles du palais Pitti à Florence, représenteront le roi identifié à Apollon. Louis XIV envisagera dans un projet démesuré de détourner la Loire pour la faire passer à Versailles. Cette extériorisation du grand monarque ne germa point spontanément dans les pensées du cardinal. Elle figurait déjà dans les ouvrages de Tommaso Campanella. Campanella reprendra les idées de l'humaniste Bernardino Telesio. Entre parenthèses, critique et violemment hostile à l'aristotélisme. Telesio, dont les théories sont subordonnées à la raison et à l'idée de matière. Campanella rencontrera Giovanni Battista della Porta, un des tenants de la prétendue alchimie dévoyée et naturaliste de la Renaissance, professant un système magique, la raison contrôlant l'expérimentation et la production des phénomènes. Campanella, ancien dominicain, jugé pour hérésie, est avant tout l'auteur de la Città del Sole, la Cité du Soleil, qu'il appelle non Héliopolis, mais Éliaca. La cité est soumise au grand monarque nommé le métaphysicien. L'extériorisation du grand monarque à l'époque moderne et par rapport à l'Occident pourrait être concrétisée par la nomination du personnage placé à la tête de l'Europe du modernisme et de la technologie. Campanella cautionnera l'idéologie absolutiste, préfiguratrice du totalitarisme moderne. Toujours selon lui, la France est missionnée et son monarque, un monarque universel. Fourvoyé dans des intrigues et des complots sans fin, fuyant l'Italie, il sera accueilli avec grande estime par Louis XIII. Richelieu se l'attachera comme astrologue, son arrivée en France ayant été organisée par les soins de Naudet. La maison royale donnera naissance par l'intermédiaire de Louis XIV au mal nommé siècle des Lumières. Campanella proposera à Richelieu d'établir en France sa Cité du Soleil. Dans son palais baroque, aux allégories naturalistes et pseudo-mythologiques, Louis XIV devient le roi du monde. Il s'agit bien en l'occurrence d'une vulgaire parodie du véritable roi du monde. La signature de l'inspirateur de l'entreprise est évidente quand on voit l'esthétisme officiel et caricatural ainsi que l'omniprésente et grotesque étiquette de la cour. La Cité du Soleil a souvent été reconnue comme le modèle d'une cité moderne gouvernée par les savants. Elle n'est qu'une sinistre ruche infrahumaine. Sans nous joindre au délire sciemment entretenu relevant des prophéties allusives au grand monarque, nous sommes obligés de constater dans les livres de Campanella la présence d'un plan concernant l'établissement d'une contre-hiérarchie. Sont inclus dans ce programme, pouvant bien entendu s'accomplir en plusieurs résurgences, tous les éléments préparatoires à l'établissement du règne d'un monarque universel à rebours. La contrefaçon vise les trois fonctions suprêmes exposées par le cheikh Abdelwahid dans Le Roi du Monde, chapitre 4. Le fonctionnement de cette société antitraditionnelle est assuré par trois personnages parodiant respectivement le Brahma,
le Mahatma et le Mahanga. À sa tête se trouve le Sin, représentant la science. L'idéologie scientifique, sociale et profane est enseignée par le Mor, et le Pon dirige la force armée chargée de faire appliquer l'idéologie. Le règne de Louis XIV est un règne dominé par l'égocentrisme. Le roi n'a plus aucun contact normal avec son peuple. La cour se transforme en tremplin d'une idolâtrie forcée et associée à une lutte sournoise dans le but d'attirer l'attention du roi. Pour tenir son rang à la cour, la noblesse devient entièrement dépendante des pensions et des faveurs que le roi veut bien lui accorder. La noblesse est obligée à un train de vie ruineux et un faste extérieur obligatoire pour ne pas être discrédité. Le courtisan fardé avec sa perruque remplace le véritable aristocrate. Un portrait fort pertinent du courtisan nous est donné par Jean de la Bruyère. Je cite « Un homme qui suit la cour est maître de son geste, de ses yeux, de son visage. Il est profond, impénétrable, il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint à son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement n'est qu'un vice que l'on appelle fausseté. » Fin de citation. En réaction à la monotonie de la vie de cour, d'une ahurissante banalité, le jeu où se dilapident des sommes considérables achève de ruiner ce qui peut rester des domaines familiaux. L'engrenage des dettes permettra l'ascension de la bourgeoisie qui pourra racheter les terres à bas prix, s'octroyer les offices et viser l'anoblissement en offrant de riches mariages. Démunie de la protection féodale, la paysannerie devra subir le joug des financiers et des spéculateurs. Cachant sa médiocrité intellectuelle derrière le masque d'un classicisme figé, le siècle des Lumières privilégie avant tout la raison. Ce qu'exprime clairement Boileau, je cite « Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. » Il sera donc de bon ton de se moquer de la religion et de rire des miracles. À la cour de Versailles, cette façade officielle et prétendument bien pensante ne résista guère lorsque éclata la fameuse affaire des poissons. En marge de la vogue du rationalisme se produisit une recrudescence de sorcellerie, de basse magie et d'alchimie dévoyée. Le recours à ce genre de pratique, de plus en plus répandu à la cour, et la découverte de ténébreuses intrigues amenèrent le roi à ordonner une enquête. Cette dernière permit de découvrir les agissements de groupements suspects, dont l'un des plus dangereux semble avoir été dirigé par des prêtres apostats. À la tête de ce groupe, l'abbé Guibourg-Borgne, et d'un physique monstrueux, grand organisateur de messes à rebours, plus connu sous le nom de messe noire. L'ampleur des ramifications aboutit à la création d'une juridiction extraordinaire, nommée la Chambre ardente. Elle siégeait depuis 3 ans lorsque, sur ordre du roi, elle dut cesser ses activités. Les révélations des accusés impliquant les plus grands noms de la cour, Guibourg et certains de ses acolytes, ne passèrent jamais en jugement, ayant probablement pris des précautions avant leur arrestation. À l'inverse des autres accusés, ceci leur évita d'être envoyés aux galères ou de subir la peine capitale. Il fut décidé de les mettre au secret dans les forteresses de province. Là, emprisonnés, ils disparurent justement avec leur secret. À la mort du lieutenant général de police Gabriel Nicolas de la Reynie, le roi se fit apporter tous les dossiers de l'affaire et se chargea de les brûler lui-même dans une cheminée du château de Versailles. Louis XIV finira ses jours non sans amertume. Versailles se voulut le berceau d'une monarchie artificielle, il en sera le tombeau. De même que les comédiens attentifs à couvrir le rouge qui leur monte au front se vêtent de leur rôle, de même au moment de monter sur la scène de ce monde où je me suis tenu jusqu'ici en spectateur, je marche masqué. Fin de citation. Ainsi s'exprimait Descartes dans ses Cogitatio Privatae.
né en Touraine à La Haye, relativement proche de l'agglomération de Richelieu. Nous éviterons au lecteur un exposé ennuyeux de la philosophie profane de Descartes basée sur la raison, associée à une physique mécaniste qui se résume en fait et simplement en la négation de toute connaissance métaphysique. Dans un compte-rendu d'un ouvrage de M. Persigou, intitulé Rosicrucisme et cartésianisme, Guénon, parlant de l'auteur de la méthode, donne les indications suivantes. Je cite. Si certaines influences s'exercèrent sur lui d'une autre façon, consciemment ou plus probablement inconsciemment, la source dont elles émanaient était en réalité tout autre chose qu'une initiation authentique et légitime. La place même que tient sa philosophie dans l'histoire de la déviation moderne n'est-elle pas un indice amplement suffisant pour justifier un tel soupçon ? En effet, les scientifiques satisfaits ou les admirateurs béats de la pensée cartésienne pourraient être singulièrement surpris quant à l'inspiration, somme toute peu rationnelle, de leur maître à penser. Descartes se sentit missionné pour fonder une science nouvelle permettant non seulement de répondre, mais de résoudre toutes les interrogations que l'homme est censé se poser. Cette mission lui fut révélée au cours de 3 songes. Il les décrira dans un manuscrit appelé Olympica, qu'il détruira par la suite. Le contenu nous en est néanmoins par la relation détaillée qu'en fait son biographe et confident, Adrien Baillet. Quant à nous, nous nous contenterons d'en faire un résumé suffisamment significatif. Dans son premier songe, Descartes voit des fantômes qui l'épouvantent. Un vent impétueux l'oblige à marcher en se penchant du côté gauche, tandis qu'une douleur lancinante le fait souffrir du côté droit. Il se trouve ensuite en présence d'une assemblée composée de mystérieux personnages. Il doit effectuer ensuite une circumambulation en sautant sur le pied gauche. À son réveil, Descartes souffre toujours du côté droit et en attribue la cause à un mauvais génie. Sans plus de précision, il confiera à Baillet qu'étant irréprochable aux yeux des hommes, il était l'auteur d'actes relativement graves pour lui attirer les foudres du ciel sur sa tête. Le deuxième songe le terrifiera. Lors d'une parodie de l'Eucharistie, son psychisme est ouvert aux influences maléfiques du monde subtil. Descartes pourra dès lors servir de support à ces influences, techniquement dirigées par la contre-initiation. Les restes de Descartes ont été rapatriés en France précisément en 1666, alors qu'il était décédé depuis 16 ans. On s'aperçut que son cercueil avait été ouvert pendant son transfert, des ossements ayant été prélevés. Il est vraisemblable que ces restes furent utilisés comme des reliques à rebours. Le troisième songe fut calme. Par l'intermédiaire d'un personnage inconnu, Descartes reçoit en quelque sorte l'abrégé du système qu'il développera dans ses écrits. Ces 3 songes successifs eurent lieu en Allemagne, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, veille de la Saint-Martin. Dans ce pays comme en France, on organisait des fêtes carnavalesques la nuit précédant la fête du Saint. Entre parenthèses, souvenons-nous de la fonction d'exorciste de celui-ci. Descartes, financé efficacement, sera totalement disponible pour propager les idées qui lui avaient été inspirées. Il entrera en contact avec des personnages de même acabit que lui. Nous citerons entre autres l'anglais Thomas Hobbes, auteur du Léviathan. Ce manifeste se compose des attaques habituelles contre la tradition. Hobbes y préconise la suppression de toute hiérarchie légitime, entre parenthèses, munie donc d'une investiture régulière. En remplacement, il propose une société matérialiste. La subordination totale à l'État étant garante du bonheur social. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.